Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 511 d'Immédiat, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Michel, notre invité spécial. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous revenons sur la vieille France qui progressivement disparaît, avec les boulistes qui ont été expulsés par la police à Montmartre. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré au traitement médiatique de l'élection présidentielle américaine, avec Kamala Harris en difficulté lors de ses interviews et Trump qui prend de l'avance. Les pastilles de l'info ne seront pas oubliées. Le portrait piquant du jour sera consacré à Yves Calvi, un homme avec un grand appétit médiatique. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne de TV Liberté et à l'infolettre disponible sur tvl.fr. C'est parti pour le Immédiat numéro 511. Image de la semaine, les boulistes de Montmartre, un événement qui a fait peu parler médiatiquement, mais qui aurait peut-être dû, c'est l'expulsion violente des boulistes à Montmartre avec un dispositif policier important. Vidéo. Je vous en prie, monsieur. Allez, Christelle. Oh merde. Ça va? T'as pas eu mal? Non. Ils ont même Michel, que vous inspirent ces images ? Je dirais, la narco-tyrannie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit, et comme vous l'avez remarqué, un dispositif policier impressionnant pour déplacer, en faire partir des boulistes dont on voit quand même que beaucoup ne sont pas tout jeunes, hein. Donc c'est c'est ça la narco-tyrannie, c'est-à-dire que quand c'est des vieux boulistes, là la police est là, elle est manifestement moins pugnace quand il s'agit d'arrêter les dealers ou les vendeurs à la sauvette, etc., etc. Deux poids, deux mesures, ça va être un thème tout au long de cette émission. Deux poids, deux mesures, toujours. Et en tout état de cause, les médias ne sont pas émus de cette évacuation musclée. On a quelques articles sur Google Actualité qui l'évoquent. Est-ce que le bruit médiatique, selon vous, aurait été différent si c'est des migrants, par exemple, qui avaient été expulsés? Bien sûr, là, ça aurait été effrayant, ça aurait été une atteinte horrible aux droits de l'homme. Bon, alors cet événement, c'est quand même aussi une des conséquences de la boboisation de Paris. Il faut on élimine progressivement ce qui faisait un peu une l'âme de Paris. Rappelez-vous, il y a eu les bouquinistes qui ont failli disparaître pendant les JO, au moment des JO. Là, c'est les boulistes parce que ça gêne pour faire une buvette. Puis demain, ça sera quoi? Ça sera les peintres de Montmartre. On va dire, ils gênent aussi, etc. Bon, voilà, c'est ça le grand remplacement culturel, c'est ça. C'est ça aussi. Après avoir constaté ce grand remplacement de l'ancien monde, comme diraient certains, par le nouveau monde macroniste, on part à l'international avec le traitement médiatique de l'élection présidentielle américaine. Dossier du jour, le naufrage Harris. Alors que les élections américaines ont lieu dans 2 semaines désormais, médiatiquement et fraude potentielle mise à part, Donald Trump semble prendre l'avantage. Il se permet même d'avoir le loisir de se moquer de son adversaire Kamala Harris, qui avait prétendu avoir travaillé dans sa jeunesse au McDonald's. Pour lui répondre, Trump a enfilé son tablier et a servi des frites aux journalistes. À regarder. Tight. You got the salt on it. Hey, look at this guy. I'm not going to mess with him, huh? How you doing, sir? Fantastic. Hello. Et comme le commente Martial Bild, je regarde cette photo, cette séquence, et plusieurs fois je me dis que c'est un moment qui peut faire tout chavirer. Un type qui sait bosser, proche des gens simples, qui a l'air de ne pas se forcer, un coup de com' qui met KO Harris. Michel, êtes-vous d'accord avec Martial Bild ? Oui, ça c'est un très bon coup de com'. Alors,
Kamala Harris a été prise un peu à son propre piège, comme vous l'avez dit. Elle a prétendu, dans sa jeunesse, avoir travaillé dans le McDonald's, comme si d'ailleurs c'était une référence, le fait d'avoir travaillé chez McDonald's, mais enfin je ferme la parenthèse. Et bon, elle a eu beaucoup de mal à prouver, ses équipes ont eu beaucoup de mal à retrouver des preuves de son travail, alors que Trump, évidemment, a saisi la balle au bond et a joué le serveur chez McDonald's, bon, avec une image qui est très visible, qui est très médiatique. Enfin, vraiment, c'est un très bon coup médiatique de la part de Trump. Bon, bah voilà, ça joue pas encore en faveur de Kamala Harris. De son côté, Kamala Harris a connu des difficultés médiatiques lors de ses récentes interviews, notamment dans cet extrait, comme le souligne Florian Philippot. Kamala Harris vient de perdre définitivement l'élection américaine après sa prestation absolument désastreuse hier soir en interview à la télé, nous dit le président des Patriotes. Regardons cet extrait. Oh, you say he's mentally not stable? He's not stable. Let me ask you this. You told many interviewers that Joe Biden was on his game, that ran around circles on his staff. When did you first notice that President Biden's mental faculties appeared diminished? Joe Biden. Dans cet extrait, par exemple, alors qu'elle répétait que Trump était instable, le journaliste lui a demandé quand elle a remarqué la première fois que Biden était sénile et qu'il avait des problèmes cognitifs. Harris reste sans réponse. Le journal Le Monde a qualifié cette interview de houleuse de Kamala Harris sur Fox News. Vue par la presse, elle a transformé les questions sur ses presque 4 ans de mandat en attaque contre Trump. Michel, quels sont selon vous les moments forts de cette interview sur Fox News ? Plusieurs choses. Bon, d'abord, soyons prudents. L'élection n'est pas encore jouée, hein, donc bon, on verra, même si on commence à voir des tendances se dégager. Alors, Kamala Harris était interviewée sur Fox News, qui est pas forcément une chaîne qui lui est très favorable. Et en plus, elle était interviewée par un journaliste assez pugnace. Bon, donc elle s'est retrouvée dans une situation à laquelle elle n'était pas forcément habituée. Hein. Bon, alors, les mauvaises langues disent elle n'a fait que confirmer ce qu'elle faisait quand elle était vice-présidente. Enfin, elle est toujours vice-présidente d'ailleurs, mais c'est-à-dire connaissance des dossiers médiocres, une propension à éclater de rire à tout propos pour éviter de répondre. Alors l'article du Monde est bien gentil, là on dit elle a transformé les questions en attaque. En clair, elle n'a pas répondu aux questions. Hein, et ça s'est vu. Une autre manière de le dire. Ça s'est vu. Hein, donc ils ont essayé de positiver, comme on dit, une réalité où elle a été mise en embarras à plusieurs reprises, y compris quand elle essaye de se dissocier un peu du bilan de Biden. Et à un moment donné, le journaliste lui dit « Mais attendez, c'est quand même votre bilan, puisque vous êtes vice-présidente. » Alors là, elle répond pas, puis elle dit « Ah oui, mais Trump, il n'a pas été très bon. » Bon, je veux dire, donc elle était mal à l'aise, et ça donc donne pas une image formidable de sa capacité. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'est-ce que c'est que cette démocratie où ça se joue sur des débats télévisés. Bon, après tout, ce n'est jamais qu'un débat télévisé, mais enfin, ça n'a pas joué manifestement en sa faveur. Et puis, dans l'entretien, il y a eu d'autres questions pénibles. Pour elle aussi, elle a été questionnée sur l'immigration irrégulière. Bon, ça n'a pas été formidable, c'est pas le point fort des démocrates, manifestement. Elle a été interviewée sur le fait qu'à un moment donné, elle avait évoqué l'idée que le contribuable américain devrait financer les transitions de genre, les chirurgies pour transition de genre. Là non plus, ça n'a pas été extraordinaire sur Fox News. Donc, il y a quand même 7 millions de personnes qui ont regardé cet entretien. Donc, c'est pas une très grande réussite. Elle a un peu le comportement d'Hillary Clinton, mauvais présage, c'est-à-dire rire quand on lui pose des questions gênantes, et puis deuxièmement, attaquer constamment les autres. Alors politiquement, ça peut être bien, mais médiatiquement, ça a généralement un effet contre-productif, et là, ça a été un peu le cas. Hein. Au lieu d'essayer de défendre son bilan, elle a attaqué énormément Trump. Ça tombe à plat. Et je pense que ça n'a pas été une réussite. Donc, comme le dit Le Monde, effectivement, c'était une interview houleuse. Oui, c'est la houle qui est... Le bateau a pris quand même beaucoup de paquets de mer, là. Et du point de vue du traitement médiatique, alors que les Américains ont de moins en moins confiance dans les médias, comme le montre ce graphique de l'OGIM, la presse internationale semble quant à elle redoubler
d'agressivité, on pourrait dire, à l'égard du candidat Trump, typiquement avec le journal allemand Der Spiegel qui titre sur l'ennemi public numéro 1, Trump, et sur l'ennemi public numéro 2, Elon Musk. Et c'est ce que souligne Jean-Yves Le Gallou. Le Spiegel, les laquais de presse allemands de l'État profond américain, quasi un appel au meurtre d'Elon Musk. Pour montrer l'étendue de la propagande en Allemagne contre Trump, on voit ces chiffres impressionnants qui avancent que 72% des citoyens allemands pensent que Harris va gagner. Et en France, le traitement médiatique n'est pas vraiment plus objectif. Quelques papiers avec Le Figaro qui titre « Mathilde Lemoine, si Trump est élu, cela précipitera la désindustrialisation de l'Europe ». Alors cette dame, elle est chef économiste chez Rothschild. Michel, parfois, on a l'impression que tous les Européens sont citoyens américains, tant la propagande sur ces élections américaines est intense. Oui, alors, plusieurs choses à dire. Bon, d'abord, à l'évidence, la campagne de Trump est en train de repartir positivement. Il y a eu je dirais un affaissement lors du lancement de l'opération à Kamala Harris et de ce qu'on a appelé la Kalama Mania. Bon, donc tout était merveilleux, donc il a un peu encaissé le coup. Et aujourd'hui, il repart alors qu'effectivement, comme on l'a vu, les prestations de Kamala Harris sont moyennes, médiocres. Bon. Alors en plus, quand on regarde aujourd'hui les décomptes de grands électeurs dans les élections américaines, aujourd'hui, Trump est plutôt en tête. Alors tout n'est pas joué, il y a encore un certain nombre d'États qui ne sont pas encore... enfin, les sondages ne portent pas sur tous les États, mais aujourd'hui, il y a à l'évidence... la campagne de Kamala Harris marque un peu le pas à son tour. Bon, alors qu'est-ce que font les médias ? Les médias, évidemment, on voit d'abord, on choisit leur camp depuis longtemps. Les médias sont pour les démocrates par principe. Et donc, au lieu de dire Kamala Harris va gagner, ils disent « Ah là là, Trump, c'est une horreur. Alors, Trump, c'est le monstre. Il va détruire notre industrie, etc. etc. » Bon. L'industrie, elle est déjà détruite depuis longtemps. Enfin bref, voilà. Donc ils disent la même chose, mais différemment. Ils le disent d'une manière négative, c'est-à-dire le méchant Trump arrive. Bon, alors ce qu'on peut ironiser quand même, c'est effectivement les Européens ne votent pas à l'élection présidentielle américaine. Par contre, les médias sont intéressés à qui sera notre futur suzerain. C'est ça la réalité. Donc on dit, qui sera le suzerain ? Est-ce que ça sera le suzerain Kamala Harris ou le suzerain Trump ? Bon, alors moi je dirais tout ça est un peu ridicule. C'est qu'on personnalise à outrance l'enjeu de cette élection en oubliant qu'il y a des grandes constantes de la politique américaine, quelles que soient les personnes. Et ces grandes constantes, elles résultent notamment de l'idéologie américaine, qui est un mélange étrange de progressisme et de vision religieuse très particulière, qui est celle du puritanisme. Bon, et donc c'est ça les grandes constantes qui font la politique américaine. C'est pas tellement les personnalités. Donc, une nouvelle fois, nos médias nous mènent en bateau et mettent l'accent sur des sujets sympathiques, amusants. Bon, c'est vrai que c'est amusant de voir les photos de Trump en vendeur de frites, mais les vrais enjeux sont quand même un peu ailleurs. Et à la télévision française, c'est un peu le même état d'esprit, comme le souligne Destination Télé. Passionnant ce débat sur le service public entre 6 pro-Kamala Harris contre un seul pro-Trump. Ah bah oui, c'est ça le pluralisme. Nicolas Conquer. C'est ça le pluralisme. Ah bah oui. Ou encore LCI à la télé qui nous réserve un beau programme pour les élections américaines, comme le souligne F. de Souche. La tentation nazie américaine, ça c'est le 28 octobre, En route vers la dictature, le 30, La grande fracture, le 31, Melania Trump, cet obscur objet du pouvoir, le 2 novembre. Et ce n'est pas mieux du côté de la presse quotidienne régionale française, avec par exemple La République des Pyrénées qui tweet, mise en avant ici par Frontières, quand Trump menace la démocratie américaine. Michel, on nous parle souvent d'économies à faire en France en ce moment. Ce qui serait bien, c'est peut-être de faire des économies aussi sur la propagande des médias subventionnés par l'impôt des Français. Ah bah oui, voilà une idée qu'elle est bonne. D'ailleurs, sera évoqué le 16 novembre prochain lors du forum Polémia consacré à la lutte contre les dépenses nuisibles. Voilà un exemple de dépenses nuisibles, parce que tout ça est hallucinant. On finance des médias de propagande, et qui plus est, le contribuable finance des médias qui sont la propriété de milliardaires.
Je rappelle, le Figaro, c'est le groupe Dassault. Je rappelle, le Parisien, c'est Bernard Arnault. Xavier Niel, il y a Le Monde. Patrick Drahi, alors c'est vrai que M. Drahi a quelques difficultés financières aujourd'hui, c'est Libération. Donc, mais ça fait rien, on les finance, le contribuable les finance. Donc voilà des exemples, effectivement, de dépenses nuisibles. C'est-à-dire qui ne servent à rien et qui ont même plutôt tendance à faire le mal, parce qu'elle diffuse non pas la réalité, mais une vision idéologique de la réalité. Après avoir étudié le traitement médiatique des élections américaines, place aux pastilles de l'info. Première pastille, mort de Yahya Sinwar, le 2 poids 2 mesures médiatique. L'armée israélienne annonçait cette semaine avoir tué l'un des chefs du Hamas. Dans le traitement médiatique de cet événement, il y a plusieurs choses à analyser. En effet, comme l'explique cet extrait vidéo du journal Le Monde, l'armée israélienne a fièrement affiché le corps de sa cible. Les militaires tirent d'abord sur le bâtiment avec un tank. Puis ils envoient un drone pour évaluer les dégâts, avant de tirer sur le bâtiment une nouvelle fois. À la suite de ce tir, les Israéliens découvrent ce cadavre. C'est là qu'ils notent sa ressemblance physique avec le chef du Hamas. Michel, comment analysez-vous ce traitement médiatique de la mort d'un des chefs du Hamas, encore une fois ? Je pense que nos médias ont beaucoup de mal, sont à la peine, parce que, en vérité, dans toutes ces affaires, ils n'ont qu'un seul son de cloche, qui est l'information que veut bien donner l'armée israélienne. Donc, c'est pas complètement évident pour eux. Alors, moi, je trouve qu'il y a plusieurs points à relever. Alors, d'abord, je crois me souvenir qu'on nous disait qu'il fallait pas présenter d'images violentes. C'était pas bien. D'ailleurs, Marine Le Pen en avait subi les conséquences à un moment donné où, alors que je ne sais plus quel député avait dit le RN, c'est l'État islamique, elle avait répondu mais non, voilà, l'État islamique, c'est ça. Elle avait mis en ligne quelques photos horribles de la façon dont se comportait l'État islamique. Et elle avait été poursuivie en justice. Bon, voilà. Donc on disait non, surtout pas. Alors là, par contre, c'est très bien de nous montrer l'image d'une personne dont on pense que c'est lui. C'est quand même très difficile quand on voit la vidéo. C'est pas complètement évident. Mais enfin, bref. Donc on nous dit que c'est lui, mais là, on nous dit que c'est bien de présenter cette image. Bon. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les médias n'évoquent pas quand même deux questions. La première, moi, je croyais naïvement que le droit au procès équitable était une valeur occidentale. Là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui se font tuer systématiquement en disant c'était le trésorier du Hamas, c'était l'administrateur du Hezbollah, c'était ceci, ça. Ces gens sont tués sans aucun procès. Je rappelle que même les nazis en Israël ont eu droit à des procès. Eichmann a eu droit à un procès en Israël. Célèbre procès. Bon là, silence. Bon, très bien. Donc on n'est pas dans la justice là, on est dans la vengeance. Et on est même, moi je considère qu'on est dans la vendetta. Cette forme particulière de vengeance qui fait qu'on ne s'arrête jamais. Tu tues mes enfants, je vais tuer les tiens. Tu prends en otage mes parents, je vais tuer les tiens. Tu tues mes otages, moi je vais te tuer aussi. Et puis je vais tuer le voisin qui est favorable à toi. Alors, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Et donc, nous avons une preuve là du système effrayant qu'est la logique de la vendetta qui ne s'arrête pas. Puis alors, dernier point, moi, ce qui m'amuse, enfin, si je puis dire, c'est que les médias présentent ça comme une victoire. Ah, on a tué machin, ah là là, ça y est, on a décapité le Hezbollah, on a décapité le Hamas. Je voudrais rappeler la signification des termes. Hamas, ça veut dire zèle, ferveur, exaltation, notamment religieuse. Hezbollah, ça veut dire le parti de Dieu. Croire que l'on peut détruire une ferveur religieuse en tuant tel ou tel responsable, mais c'est ne pas connaître la nature humaine et c'est ne pas connaître la dynamique de la ferveur politique ou religieuse. C'est tout à fait le contraire. En fait, les gens qu'on tue, d'ailleurs, vous l'avez dit au début, ils sont déjà remplacés, si vous voulez. Donc, en les tuant, on crée des martyrs, comme disent les islamistes. Donc, je veux dire, c'est ça que devraient nous dire nos médias, s'ils avaient un peu de recul. Nous dire, mais attendez, on est dans un processus qui ne peut pas s'arrêter. Croire qu'on va faire la paix en tuant les gens,
et en les transformant en martyrs, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne tactique. Mais c'est vrai que je ne suis pas M. Netanyahou. Deuxième pastille, violence routière. La récupération est-elle permise ? Un énième événement médiatique cette semaine qui a fait l'objet de maintes récupérations, comme on dit, c'est la mort d'un cycliste tué par un chauffard. C'est l'article du Monde, l'édito « Sortir du déni de la violence routière », qui est ce cas paroxystique de cette approche médiatique. Dans cet édito, on peut lire que le ministre des Transports n'ait pas manifesté la moindre émotion après ce drame prend un sens politique. Les clichés de virilité sont portés aux gémonies. 84% des présumés responsables d'accidents mortels sont des hommes. Michel, à travers la mort de ce cycliste, on a l'impression du prétexte d'une nouvelle offensive contre la voiture et aussi contre les hommes au passage. Ah bah oui. Oui, la voiture, c'est les hommes, c'est ça, c'est bien connu. Bon, bref. Oui, alors, vous savez, ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque dans cette émission. Il y a la bonne et la mauvaise récupération, bien sûr. Alors là, c'est de la bonne récupération. Ça serait une récupération d'extrême droite, là, ça serait horrible, mais là, c'est une bonne récupération. Bon. Alors, l'éditorial du Monde que vous citez est quand même un modèle du genre. Hein, c'est extraordinaire. C'est un fait de société. Bon. Non, tous les faits sont des faits de société. Pas Lola, pas Thomas. Non, mais non, pas ça. Non, là, c'est mauvaise récupération. Alors, l'article est extraordinaire, c'est un balancement circonspect. Il nous dit, ah oui, il y a quand même, faut le reconnaître, des difficultés de cohabitation des mobilités. Hein, mais tout de suite, Dieu merci, nous avons droit à l'explication sociologique marquée par la montée de l'individualisme et des incivilités. Bon, très bien. Alors, non, mais c'est pas bien du tout. Il y a surtout l'agressivité automobile, qui est le grand responsable. C'est bien connu qu'en France, l'insécurité est fondamentalement liée à l'automobile. Hein. Et puis alors, on nous dit, ah oui, alors il y a peut-être parfois des problèmes avec les piétons, mais il faudrait faire preuve de courtoisie à l'égard des piétons. Bon. Je veux dire, bon, on voit bien qu'il y a une volonté de récupération. D'ailleurs, il y a eu des manifestations qui étaient organisées en province. Il n'y a pas uniquement une couverture médiatique parisienne. Bon, alors, moi, personnellement, bon, ce fait est évidemment tragique, c'est pas drôle du tout, mais je pense, me semble-t-il, qu'il n'est pas complètement fortuit qu'il soit mis aujourd'hui en épingle. Pourquoi ? Parce que y a, depuis les élections européennes, une offensive qui est menée au niveau européen contre le Green Deal européen, et notamment contre les stipulations du fameux Green Deal contre l'automobile, et en particulier donc la volonté de supprimer en 2035 la commercialisation et sans doute à terme la circulation des véhicules qui ne sont pas électriques. Bon. Et donc il y a une offensive qui a été lancée notamment par un certain nombre de constructeurs automobiles, mais aussi par des gouvernements. Rappelons le gouvernement allemand qui a décidé d'arrêter les subventions à l'achat de véhicules électriques. Et, comme c'est curieux, le marché de l'électrique s'est effondré, puisque c'est un marché de niche. Bon, donc il y a sans doute... Véhicules de niche et de riches. Oui, de niche et de riches. Bah oui, parce que c'est des véhicules qui coûtent en général entre 20 et 50% plus cher que des véhicules différents. Bref, donc il n'est pas totalement à exclure que dans l'esprit de certains, il faut relancer un peu, essayer de contrecarrer ce discours qui est en train de remettre en cause certaines des orientations quand même assez étonnantes du Green Deal. Qui notamment sur la substitution de l'électrique. Imaginons un seul instant la substitution du parc automobile transformé en véhicule électrique, alors même que nous sommes confrontés à des renchérissements énormes du coût de l'électricité. Bon, un certain nombre d'experts aujourd'hui contestent fortement. Il faut rappeler aussi que en France, il y a un secrétariat général de la planification écologique. Et il a prévu dans son plan pour 2030, je cite, la baisse de 30% du trafic auto, la baisse de 20% de la mobilité nationale. C'est ce que disait d'ailleurs Sandrine Rousseau. Elle disait, quand vous faites rien, vous ne polluez pas. Quand vous travaillez pas, vous ne polluez pas. Nous sommes dans cet état d'esprit-là. Donc, en réalité, la sécurité des cyclistes, c'est effectivement un sujet intéressant, mais un des objectifs qui est en train d'être relancé aujourd'hui, y compris avec la baisse systématique des limitations de vitesse, il y a un
c'est d'essayer de relancer l'offensive contre la voiture individuelle, qui est accusée de tous les péchés de la création. Troisième pastille, élection en Moldavie, attaque contre la démocratie. Cette semaine se déroulait un référendum en Moldavie sur l'appartenance du pays à l'Union européenne. Et la réponse de la Vox Populi a été un petit oui. Puisque le peuple vote mal, nos médias ont redoublé d'efforts pour discréditer le scrutin, comme le titre Le Figaro, une attaque sans précédent contre la démocratie. Comme le souligne Régis Le Sommier, tu perds ces élections et c'est une attaque sans précédent contre la démocratie. En fait, le problème de la démocratie, c'est quand le peuple vote mal. Michel, quelle est votre analyse des résultats de ce scrutin et de son traitement médiatique ? Le scrutin ne s'est pas déroulé comme le prévoyait le gouvernement moldave et comme le prévoyait l'Union européenne, puisque la présidente n'a pas eu la majorité. Et deuxièmement, comme vous l'avez dit, le référendum sur la modification constitutionnelle permettant l'adhésion à l'Union européenne n'a été acquis qu'à une minuscule majorité, elle-même découlant à l'évidence du vote des Moldaves de l'étranger. Bon, donc, reflète, manifestement, il y a un problème. Donc, ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors, effectivement, comme le dit Régis Le Sommier, on le sait bien, quand le peuple vote mal, c'est du populisme ou c'est une atteinte à la démocratie, puisque la démocratie, c'est l'adhésion à ce que veut l'oligarchie européiste. C'est clair. Donc, si vous êtes contre, c'est que vous êtes contre la démocratie. On connaît ça tout le temps. Donc, voilà, oui, ça c'est très drôle de voir tous ces braves gens avoir un peu... Alors, manifestement, il y a eu, semble-t-il, un certain nombre de fraudes. Il y a une ONG internationale qui a relevé, semble-t-il, des variations étranges. Notamment, à la fin du scrutin, on voit apparaître d'un seul coup des votes positifs. De même, la progression des votes pour la présidente a été un peu étrange. Bon, bref. Voilà, c'est comme ça que ça marche, le système. Mais je crois que surtout, ça traduit quoi ? Ça traduit tout simplement que la force d'attraction de l'Union européenne, elle est moins évidente aujourd'hui dans un certain nombre de pays. L'opinion est beaucoup plus partagée. Il fut un temps où tout le monde disait « c'est drôlement bien l'Union européenne, on va avoir plein de crédits, c'est merveilleux ». Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Union européenne, c'est pas complètement ça. C'est aussi des contraintes diverses et variées, puis c'est aussi la volonté d'imposer des réformes, notamment sociétales, qui plaisent pas forcément à la population. Donc c'est un scrutin, de ce point de vue-là, intéressant. Et Michel, nos médias n'ont également pas parlé des fraudes lors des élections américaines, mais là, par contre, ça y va. Non, jamais. Là aussi, il y a des bonnes et des mauvaises fraudes. Une fraude qui permet la victoire des européistes, c'est pas une fraude, c'est... Un mal nécessaire. Oui, voilà, c'est un mal nécessaire. Voilà, c'est pas... Alors, en vérité, les médias s'inquiètent de la Moldavie, mais surtout, ils s'inquiètent de ce qui va se passer en Géorgie, où les élections auront lieu dans quelques jours, où là, le climat est encore pas très bon entre une partie de la population et le gouvernement. Donc, on voit bien qu'il est en train de se passer des choses quand même dans cette partie de l'Europe. Quatrième pastille, le livre de Jordan Bardella et la censure de l'extrême gauche. Ce que je cherche, c'est le titre du nouveau et premier livre de Jordan Bardella qui va sortir le 9 novembre prochain. La campagne d'affichage dans les gares du livre du jeune président du Rassemblement national indigne les syndicats et la SNCF, comme l'évoque cette vidéo de BFM TV. Est-ce qu'on peut accepter de voir de la propagande, parce que c'est de la propagande? Ce sont des panneaux publicitaires comme celui-ci, près de 600 dans une centaine de gares SNCF et RATP qui ont été réservés pour la promotion du livre du président du Rassemblement national. Michel, est-ce que vous pensez, comme Jordan Bardella l'affirme, qu'il y a à gauche une nostalgie du totalitarisme ? Oui. Alors déjà, ce qui est intéressant dans la vidéo que vous avez montrée, c'est on ne sait pas si c'est la SNCF ou la CGT qui décide. C'est un peu les deux. Oui, c'est les deux, mon général. Bon, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que le président de ce qui est quand même le premier parti de France veut publier un livre et on dit « Ah non, faut surtout pas le diffuser ». Je veux dire, c'est quand même étrange. Enfin, je veux dire, bon. Alors oui, effectivement, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. On est toujours dans la philosophie de Saint-Just.
C'est-à-dire, ça n'a pas changé depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire, on incarne le bien, les autres n'ont pas le droit de parler. Et tous ceux qui nous critiquent, tous ceux qui disent le contraire, ce ne sont pas des points de vue, ce sont des délits. C'est ça, on n'est pas sorti de ce système-là. Donc c'est la terreur. Fatalement, il dit le totalitarisme, il est gentil. Je dirais, c'est la terreur, c'est la censure. Vous n'avez pas le droit de dire autre chose que ce qui est politiquement correct. Et ça, c'est le paradigme de la gauche depuis le XVIIIe. Ça n'a pas changé. Donc effectivement, oui. Et puis, accessoirement, ça montre quand même les limites de ce qu'on appelait la normalisation du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'à tout instant, le diabolisateur est capable de reprendre l'initiative et de vous diaboliser. Vous voyez, ça aussi, c'est ça que ça montre, cette affaire. Au niveau des réactions médiatiques, quand même, on a eu Pascal Praud qui a déclaré « La gauche a tous les droits et elle trouve que c'est normal d'interdire les gens de droite de s'exprimer. » Ça s'appelle le privilège rouge. Mais non, ça s'appelle le pluralisme dans les médias. A raison, c'est le privilège rouge. La gauche, depuis toujours, est dans le camp du bien. Elle a tous les droits et elle trouve que c'est normal d'interdire les gens de droite de s'exprimer. Ça s'appelle le privilège rouge. C'est juste insupportable. 5e et dernière pastille, les Nord-Coréens dans l'armée russe. Pour l'interrogation, comme le montre cette revue de presse, les médias parlent beaucoup de la prétendue arrivée des soldats nord-coréens pour renforcer l'armée russe. Il s'agirait des fameuses bombes humaines de Kim Jong-un, ces soldats d'élite qui menacent l'Ukraine, 4 brigades du corps des tempêtes, piliers des forces spéciales, un lointain héritier d'un commando formé dans les années 60 pour assassiner le président sud-coréen, c'est du moins la version médiatique. Pour l'heure, l'armée russe a nié avoir été ralliée par ses forces, dire confirmé par la Corée. En effet, un tel appui interroge. Michel, qu'en pensez-vous ? Déjà, je pense que l'information est quand même à prendre avec un certain recul. L'information, elle émane de l'Ukraine, elle émane de la Corée du Sud et elle émane des États-Unis et de l'OTAN. Les États-Unis et de l'OTAN ayant d'ailleurs une posture un peu moins affirmative. Je dois dire que je ne comprends pas pourquoi les Russes feraient appel à des Coréens qui, faut-il le rappeler, n'ont pas fait la guerre depuis 1950, depuis la guerre de Corée. La guerre en Ukraine, c'est pas la guerre de Corée, c'est une guerre moderne, 3e génération, où les soldats peuvent pas faire 10 mètres sans recevoir sur la tête des drones, des missiles ou des tirs de canon. Donc je veux dire, ça n'a rien à voir avec... donc je vois pas très bien à quoi serviraient des soldats nord-coréens. Je pense qu'il faut attendre de voir les choses, mais mon petit doigt me dit que comme les Ukrainiens sont à l'origine de l'information et que les Ukrainiens, depuis un certain temps, réclament désespérément que les Occidentaux leur fournissent des armes permettant de frapper la Russie dans la profondeur, et que les Occidentaux, jusqu'à présent, n'ont pas voulu, parce que les Russes les ont clairement mis en garde, en leur disant, si vous faites ça, vous serez donc clairement des co-belligérants, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Je crois que peut-être que certains se diraient, on va essayer de saisir cette espèce d'information pour montrer qu'il y a une sorte d'aggravation de l'offensive russe et qui justifierait à ce moment-là le recours à ces fameuses armes censées permettre à l'Ukraine de gagner comme l'a prévu dans le cadre de son plan qu'elle a présenté sans grand succès aux États-Unis et à l'OTAN. Donc je pense qu'il faut faire attention. Ça me rappelle quelque chose d'ancien. En 1944, on a prétendu qu'il y avait des Japonais lors de la bataille de Normandie qui étaient là pour aider les Allemands à camoufler leurs armes. En fait, il est apparu qu'il n'y avait évidemment pas de Japonais, qui n'avaient pas traversé la moitié de la Terre pour venir aider les Allemands, mais tout simplement qu'il y avait dans les troupes allemandes un certain nombre de Russes d'origine asiatique qui avaient effectivement les yeux bridés, qui étaient d'ailleurs de très mauvais soldats, comme il y avait les unités Vlasov dans l'armée allemande. Et donc peut-être qu'il y a aussi un peu un mélange de tout ça, d'informations qui sont pas forcément avérées. Méfions-nous quand même de ce que disent les belligérants des deux côtés, soyons prudents.
à suivre. Et que cette information soit confirmée ou non, on peut quand même s'interroger sur le deux poids deux mesures, parce que, encore une fois, on sait que de nombreux conseillers et soldats occidentaux sont présents en Ukraine pour former les hommes de Zelensky, comme le vantait la députée européenne macroniste Nathalie Loiseau. Oui, bien sûr, mais attendez, c'est normal, quand on est dans le camp du bien, on a le droit d'aider. On a le droit d'aider les gens qui sont dans le camp du bien, mais par contre, les autres, ils n'ont pas le droit. Bon. Tout le monde sait qu'il y a des mercenaires aussi, des mercenaires qui ne sont pas des mercenaires russes, contrairement à ce qu'on nous raconte de temps en temps. Oui, mais ça s'appelle la propagande de guerre, c'est la propagande de guerre. On arrive au terme de ce numéro 511 d'Immédiat. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube de TV Liberté et à l'infolettre disponible sur tvl.fr. On ne se quitte pas sans le portrait piquant du jour consacré à Yves Calvi, un homme avec un grand appétit médiatique. Vous connaissez la boulimie, un appétit irréfragable. Aujourd'hui, faisons connaissance avec un boulimique du PAF, Yves Calvi. Yves Calvi, de son vrai nom Yves Kretli, est né en 1959 à Boulogne-Billancourt. Son père, Grégoire Kretli, dit Gérard Calvi, fut compositeur de musique et chef d'orchestre. Sa mère est comédienne. Il doit sa longévité médiatique à un mode de vie ascétique, peu courant dans la profession. Je cite, « Je ne sors pas en semaine, je fais 1 heure de sport par jour, je ne bois pas d'alcool, on peut le dire, ma carrière s'est faite au détriment de ma famille et de mes amis. » Yves Calvi étudie à l'université de Nanterre avant de rejoindre l'IEP de Paris, dont il ne sera pas diplômé. Il est titulaire d'une licence de lettres modernes et d'une maîtrise d'information et de communication. Il débute sa carrière en 1986 comme présentateur à Radio France Internationale, où il prend le pseudonyme de son père. Il passe à France Info, puis à Télé Lyon Métropole, un court passage à Média Vidéo, avant de rejoindre Radio Monte-Carlo en 1994, où il suit Jérôme Bellet, dont il est proche. Mais c'est sur Europe 1 qu'il se fait réellement connaître à partir de 1996. En 2003, il devient rédacteur en chef et présentateur du journal Europe Midi. Il est alors une des voix les plus familières de la station, qu'il quitte pourtant en 2005. À partir de 2010, il tient une chronique quotidienne sur RTL et présente en semaine RTL Matin. En 2018, selon un sondage d'Opinionway, il est le matinalier préféré des Français. Parallèlement à son activité radiophonique, Yves Calvi poursuit une brillante carrière télévisuelle. Tout d'abord présentateur à LCI, il débarque sur la 5e qui deviendra France 5. Surtout à partir de 2001, il devient le présentateur principal de C'est dans l'air, une émission quotidienne de débat produite par Jérôme Bellet. Il présentera son dernier C'est dans l'air le 23 juin 2016. À partir de cette date, il anime une émission quotidienne, 24 heures en question sur LCI. À la rentrée 2017, il rejoint Canal+ pour animer une émission d'actualité du lundi au jeudi qui remplace le défunt Grand Journal. Son émission devient un succès d'audience, pour le meilleur et parfois pour le pire. Ainsi, l'énorme boulette du pseudo-sociologue Michel Vivorca, qui confond en direct le A cerclé des anarchistes et les symboles d'extrême droite. La boulette fait le tour du pays, ce qui contraint le sociologue à s'excuser platement. L'info du vrai s'arrête après 4 années. Il rejoint alors BFM TV. À 62 ans, il assure la couverture de la tranche très convoitée du 19-20h qui sera prolongée jusqu'à 20h30. Courageux, il n'hésite pas à aborder les sujets qui fâchent. Ainsi, dans la revue Média de décembre 2017, je cite « En France, les questions relatives à la sécurité ou à l'immigration sont vécues systématiquement comme des préoccupations de droite. Je trouve ça honteux, car pour connaître la banlieue, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je sais très bien que les premières personnes à souffrir des violences sont les gens qui y vivent et non pas ceux qui en parlent. » Fin de citation. D'aucuns reprochent à Yves Calvi d'être un cumulard omniprésent dans l'audiovisuel, ce qui n'est pas faux. Et si sa recette était simplement du talent, mais du talent associé à beaucoup de travail, un bon cocktail pour la réussite.